Bourse en temps réel. Nos invités à mes côtés en plateau pour cette nouvelle demi-heure d'Intégral Bourse, Vincent Gane, analyste technique chez TradingView en France. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Grégory Volokin en duplex et Vinabond depuis New York, le président de Mescart Financial Services. Grégory, je vous fais patienter quelques minutes encore. Peut-être qu'on va avoir quand même la cotation de Lyft. Ce serait vraiment super de l'avoir avec vous là dans ces prochaines minutes. On va surveiller ça. Mais Vincent, une première réaction. Nouvel échec sur l'accord de séparation Royaume-Uni, Union européenne à la Chambre des communes. C'est pas une grande surprise. Il y a encore un certain nombre de voix d'écart. 344 voix contre l'accord, 286 voix pour. On voit le sterling qui baisse encore un petit peu, sous 1,30 désormais quand on regarde la parité sterling-dollar. Oui, mais plus le temps passe, plus on a l'impression que le Parlement britannique est pour un soft Brexit, en tout cas pour un Brexit. Alors c'est quand même un peu étonnant puisqu'il y avait eu le ralliement de Boris Johnson, de Dominic Raab aussi très récemment. On pouvait s'attendre quand même à quelque chose peut-être de plus serré. Ouais, il y a encore un large avantage en faveur des parlementaires britanniques. Finalement, on a le sentiment que les parlementaires britanniques en ont assez de l'arrogance de l'Union européenne. Ils veulent aller au clash. En tout cas, du côté législatif britannique, ça risque d'être compliqué. Ouais. Maintenant la question c'est qu'est-ce que Londres, qu'est-ce que Theresa May, si elle est encore là la semaine prochaine, qu'est-ce qu'elle va apporter à l'Union européenne au sommet européen du 10 avril. Je rappelle toujours la phrase de Donald Tusk à l'issue du dernier Conseil européen quand chacun était en train de faire ses scénarios de Brexit. Oui, on va dans le mur, non, on n'y va pas. Donald Tusk a toujours dit jusqu'au 12 avril, tout est possible. En fait, la vraie question, c'est qui veut quoi. Alors, au sein de l'Union européenne, on veut quelque chose de doux, de soft. Alors, peut-être qu'au sein des membres de l'Union européenne, certains veulent même conserver le Royaume-Uni. Mais l'autre question, c'est que veulent les parlementaires britanniques. Et moi, j'ai ce sentiment que plus le temps passe, ils se rallient à une sortie brutale. En tout cas, soit un no deal, quelque chose en tout cas qui permette de rompre avec l'Union européenne. Alors, c'est une question de rapport de force, de relations. A priori, certains membres éminents en faveur du Brexit en ont assez des relations avec les négociateurs de l'Union européenne. Certains parlent d'arrogance, c'est des mots qui sont forts. Donc là, il y a un problème de négociation. Bon, alors là, on gagne encore du temps. Jusqu'à présent, le temps a permis au marché de monter. Jusqu'à présent, le temps permettait à la livre sterling de se reprendre. On voit que ce n'est plus le cas. Depuis quelques séances, 1 ou 2 semaines, gagner du temps commence, soit c'est neutre, où ça commence à pénaliser les marchés. Donc il va falloir changer de stratégie. Bon, on verra ce qui va se passer. Forcément, la séquence politique là va devenir encore rocambolesque, encore un peu plus peut-être dans les prochains jours, au moins jusqu'au 10 avril, la date de ce nouveau sommet européen qui a été convoqué par le président du Conseil européen il y a quelques minutes maintenant, le Polonais Donald Tusk. Grégory, l'actualité sur les marchés américains. Alors, je mets Lyft de côté, j'attends de voir quand même si on n'aura pas la première cotation dans les prochaines minutes. Grégory, il y avait quelques vieilles statistiques publiées. Je dis vieilles parce qu'on est toujours dans la période post-government shutdown et donc toujours avec ce décalage de statistiques. Là, on parle de chiffres de dépenses et de dépenses et de revenus des ménages pour le mois de janvier. Il y avait un indicateur d'inflation également, Grégory. J'ai vu passer une enquête d'activité pour la région de Chicago. Est-ce qu'il y a des chiffres qui vous paraissent intéressants à commenter aujourd'hui, Grégory ? Je dirais que ce qui est peut-être intéressant, c'est le chiffre le moins vieux, puisque la plupart des chiffres qu'on a vus ce matin datent du mois de janvier. Le chiffre qui date du mois de février, qui est quand même un peu plus récent, de la rétribution des travailleurs, income, qui est en hausse de 0,1%. Il faut savoir qu'on attendait 0,2%. Donc c'est un chiffre relativement indicatif d'une chose, c'est qu'il n'y a toujours pas de pression forte à la hausse sur les salaires. C'est tout ce que ça nous dit, mais c'est quand même un élément important. Les autres chiffres, qui sont des chiffres de consommation au mois de janvier, tout le monde savait que le mois de janvier aurait été un mois difficile au niveau de la consommation. Il faut se souvenir que c'était encore le shutdown aux États-Unis. Donc ces chiffres qui sont plutôt négatifs n'ont pas du tout impressionné le marché. Bon, voilà pour les statistiques du jour. Effectivement, le marché regarde assez peu les statistiques en ce moment. Le marché américain en hausse. Grégory, intéressant, il y avait une grande interview comme le fait régulièrement Warren Buffett encore sur CNBC hier. Alors, il évoque plein de sujets. Justement, alors, tiens, en attendant Lyft, c'est intéressant d'avoir les commentaires de Warren Buffett sur ce genre d'introduction en bourse dans des marchés un peu chauds. C'est pas son business à Warren Buffett. Je sais pas s'il le dit comme ça, mais en tout cas, il a assez peu d'appétence pour ce genre de grosses opérations avec fanfare et trombone. Oui, et en plus, il l'explique, parce que Buffett, tout simplement dit, bon, Lyft, 24 milliards de dollars, je ne sais pas s'ils vont une fois gagner de l'argent,
mais une compagnie qui est valorisée à 24 milliards de dollars, moi j'en trouve beaucoup qui gagnent plus que 2 ou 3 milliards de dollars de profit par année, et c'est ça qui m'intéresse. Bon, ça c'est du Warren Buffett, c'est normal. L'autre chose qu'il dit, c'est une introduction en bourse, c'est en tout cas pas fait pour les investisseurs individuels. Alors c'est son avis, il y en a d'autres qui sont pas d'accord, mais pourquoi il dit ça? Ben, il dit tout simplement que quand on achète une introduction, on est un tout petit peu aveugle, donc on va payer un prix qu'on ne peut pas vraiment justifier, et que très souvent, après quelques mois, on retrouve ces actions en dessous du cours de l'introduction. Alors, c'est pas Buffett qui le dit, mais il suffit de se souvenir de Spotify, de Snapchat et d'autres introductions qui avaient pris 30-40% le premier jour et qui se traitent toujours en dessous de leur cours d'introduction. Et juste pour la petite histoire, parce que Buffett, il est quand même pas très jeune, il dit la dernière introduction en bourse à laquelle j'ai participé, c'était Ford. Alors Ford, je crois que c'était en 1995, donc ça fait quand même très longtemps. Effectivement, c'était Ford en 95. Alors, il parle aussi, alors c'est intéressant parce que il est actionnaire de Wells Fargo, Warren Buffett, à travers sa holding Berkshire Hathaway. Et c'est vrai qu'hier, la séquence était intéressante parce qu'il était interviewé sur CNBC sur les problèmes de Wells Fargo. Hein. Il faudra peut-être en redire un mot, Grégory, mais c'est une banque qui a connu des problèmes importants avec des comptes fantômes qui étaient créés. Je crois, voilà, c'était une grande affaire de comptes fantômes qui avaient été créés pour gonfler les comptes commerciaux de Wells Fargo. Au moment où Warren Buffett réaffirme son soutien au PDG de Wells Fargo, Tim Sloan, un soutien à 100% dit Warren Buffett, quelques minutes après, le PDG, le Wells Fargo annonce le départ de son PDG. C'est un peu triste, parce que non pas que le PDG parte, ça c'est une bonne nouvelle que tout le monde a bien saluée. Ce qui est triste, c'est que Warren Buffett, qui est quand même un des actionnaires les plus importants, aussi bien de Wells Fargo que beaucoup d'autres compagnies, n'aient pas été tenus quand même un tout petit peu au courant de ce qui se passait au conseil d'administration de Wells Fargo. Ça, c'est mon opinion. L'autre chose, ce qu'il faut dire par rapport à Sloan, il avait un problème, Sloan. Il y a 35 ans qu'il travaille pour Wells Fargo. Donc ça veut dire qu'il faisait particulièrement partie de la culture de Wells Fargo qui a été très critiquée. Et c'était quoi la culture de Wells Fargo qui a amené énormément de fraude? C'était, je dirais, essayer de presser au maximum les clients, essayer d'avoir le plus de revenus par client au point qu'à un certain moment, les banquiers de Wells Fargo inventaient des faux clients tout simplement pour être mieux rétribués. Donc il y avait énormément d'abus, des très grosses amendes qui ont été payées par Wells Fargo, et Sloan a été interviewé, enfin convoqué devant la Chambre des représentants il y a 2 ou 3 semaines. Ça s'est très très mal passé. Suite à cette audition, plusieurs membres de la Chambre des représentants, dont Elizabeth Warren, enfin elle qui est sénateur, ont dit mais c'est une honte qu'il soit encore en poste parce qu'en fait il fait vraiment partie du problème. Il essaye de le résoudre, mais en même temps il en fait partie. Donc je dirais c'est une page qui se tourne. La grande question maintenant, c'est que d'abord il n'y a pas de nouveau CEO, il y a un intérimaire. Qui voudra le job? C'est pas un job facile. Et puis, qu'est-ce que va faire un nouveau CEO? Et c'est pour ça que le marché réagit mal. Ce qui est assez curieux. En général, on aime bien le départ des CEO. Le marché réagit mal parce qu'il se dit bon, il y avait des gros progrès faits chez Wells Fargo au niveau justement du contrôle des coûts. Mais s'il y a un nouveau CEO, il va surtout essayer lui de faire du contrôle des risques, de la réorganisation interne. Et ça, c'est peut-être pas forcément favorable aux actionnaires. Donc ça, c'est la lecture du marché avec un Wells Fargo qui est en baisse, alors que très souvent, comme je le dis, après le départ de quelqu'un qui n'était pas du tout populaire, il faut le dire, l'action aurait pu être en hausse. Effectivement, bon, Wells Fargo, effectivement, en baisse de 2% actuellement à New York. Il y a un titre en revanche qui se distingue aujourd'hui, Grégory, c'est dans le secteur de la santé, le titre Celgene. Il faut se rappeler, Bristol Myers Squibb, sur les premiers jours de janvier, annonce le rachat de Celgene pour, je crois, plus de 70-75 milliards de dollars. Donc là, on se dit, oulala, l'année démarre très très fort quand même avec un des plus gros deals du moment, sauf que le deal n'est pas fait. C'est encore difficile et c'est encore loin d'être le cas. Il y a un activiste, notamment Starboard, je crois, au Capital, qui s'oppose à cette transaction. En revanche, la transaction vient de recevoir un soutien, un avis favorable qui est donné par, alors ce que vous appelez aux États-Unis des proxy firmes, Grégory. Chez nous, ce sont des associations ou des sociétés de défense des actionnaires minoritaires qui s'intéressent évidemment à ce dossier du rachat de Celgene par BMS. Pourquoi est-ce que cet avis est important et où est-ce qu'on en est de cette opération qui s'est compliquée, Grégory? Oui,
Donc l'avis a été favorable de la part de ces proxy firms qui disent c'est un très bon deal pour les actionnaires aussi bien de Bristol Myers que de Celgene. Alors pourquoi il y a des proxy firms? C'est pas compliqué. Si vous êtes actionnaire de Bristol Myers en direct, vous avez reçu par la poste un bulletin de vote et vous votez pour ou contre l'acquisition que fait Bristol Myers de Celgene. Par contre, si vous avez des actions Bristol Myers dans un mutual fund, dans une SICAV, vous n'avez pas reçu de bulletin de vote, mais le vote existe quand même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les institutions qui ont dans leur portefeuille, dans leur fonds d'investissement, les actions, qui vont voter lors de l'Assemblée générale, par exemple, des actionnaires de Bristol Myers. Or, ces institutions, elles savent pas comment voter, parce qu'elles savent pas ce que les individuels pensent. Donc, elles s'adressent à ces proxy firms pour leur donner un avis. Est-ce qu'il faut voter oui ou est-ce qu'il faut voter non? Est-ce qu'il faut élire Monsieur X ou il faut ne pas élire Monsieur X comme membre du board? Et ces proxy firms, donc, ont un poids extrêmement important, parce que si on regarde, plus de 70% des actions de Bristol Myers qui vont voter ne sont pas détenues en direct, elles sont dans des fonds d'investissement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple BlackRock, Vanguard, State Street, maintenant que les proxy firms ont dit oui, il faut voter pour le deal, elles vont aller et voter pour l'achat de Celgene par Bristol Myers, et c'est pour ça que Celgene est en hausse de 7%. Si les proxy firms avaient voté contre, on aurait exactement le scénario contraire et on verrait aujourd'hui un Celgene perdre 10, 15 ou 20%. Très intéressant, voilà le deal qui reprend de la vigueur là, et Celgene effectivement qui bondit de 6-7% actuellement. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York. Bon week-end, on vous retrouve la semaine prochaine comme chaque jour, le président de Mescard Financial Services avec nous en duplex.